Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Vous êtes assis face à un client potentiel. L'air est chargé de cette tension électrique si familière, ce mélange subtil d'anticipation, de trac et d'espoir. Dans quelques minutes, vous allez devoir convaincre, argumenter, et idéalement, conclure. Que ressentez-vous à cet instant précis? Est-ce de la peur face à un éventuel rejet, ou au contraire, l'excitation exaltante d'un défi à relever? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode exceptionnel où nous allons décortiquer, analyser et sublimer les enseignements d'un manuel de référence absolu, Selling Successfully, connu sous le nom de Ekin Dohan Yuku, écrit par le brillant Robert Heller. Ce livre n'est pas un simple recueil de techniques agressives pour forcer la main d'un acheteur. C'est tout le contraire. C'est un traité de psychologie humaine, un guide de développement personnel déguisé en manuel de commerce. Et une véritable feuille de route pour quiconque souhaite comprendre comment les relations humaines façonnent le monde des affaires. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage continu. Une exploration sans interruption des mécanismes qui transforment un simple échange de mots en une transaction fructueuse et pérenne. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car nous allons plonger au cœur de l'anatomie du succès commercial. Pour commencer ce périple, il est primordial de nous arrêter sur la fondation même de toute démarche de vente, vous-même. Robert Heller nous rappelle avec une justesse implacable que la vente est avant tout une affaire de préparation mentale et d'attitude. Avant même de prononcer le premier mot de votre argumentaire, la transaction a déjà commencé dans votre esprit. Beaucoup de professionnels abordent la vente comme une confrontation, un bras de fer où l'un doit gagner au détriment de l'autre. C'est une erreur fondamentale, une vision archaïque qui mène inévitablement à l'épuisement et à l'échec à long terme. La véritable réussite, celle qui bâtit des empires et fidélise des clients pour des décennies, repose sur le concept du gagnant-gagnant. Le vendeur d'élite ne cherche pas à extorquer un contrat, il cherche à créer une alliance. Il s'agit de comprendre que la satisfaction du client et le profit de l'entreprise sont les deux faces d'une même pièce. Si vous bradez votre produit pour faire plaisir au client, votre entreprise meurt. Si vous trompez le client pour maximiser votre marge, votre réputation meurt. Le point d'équilibre, ce doux point de convergence, s'atteint par une confiance en soi inébranlable. Mais attention, cette confiance n'est pas de l'arrogance. C'est une certitude sereine qui naît de la compétence et de la préparation. Heller insiste lourdement sur cette notion, la peur du rejet, cette angoisse qui paralyse tant de novices, ne peut être dissipée que par une attitude positive et une foi absolue en la valeur de ce que vous proposez. Si vous entrez dans une pièce en doutant de votre produit, votre langage corporel, le ton de votre voix, et même votre respiration trahiront ce doute. Le client le sentira, tel un prédateur sentant la peur, et la vente s'évaporera. Cela nous amène à un point crucial de notre réflexion, la construction de cette fameuse confiance. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans l'attention portée aux détails, à commencer par l'apparence et le comportement. L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais dans le monde des affaires, il ouvre les portes du monastère. Une tenue soignée, une posture droite, un regard franc et un sourire sincère envoient un message silencieux mais assourdissant à votre interlocuteur. Je me respecte, je respecte mon travail, et par conséquent, je vous respecte. C'est le premier jalon de la crédibilité. Mais l'apparence n'est qu'une coquille vide si elle n'est pas soutenue par un développement personnel continu. L'auteur nous pousse à devenir d'éternels étudiants. Le monde change, les marchés évoluent, les technologies bouleversent nos habitudes à une vitesse vertigineuse. Le vendeur qui se repose sur ses lauriers est un vendeur condamné. Il faut lire, écouter, se former, observer les meilleurs, analyser ses propres échecs sans complaisance mais sans autoflagellation. Chaque refus, chaque porte claquée doit être perçue non pas comme une attaque personnelle, mais comme une donnée. Une information précieuse pour ajuster le tir. C'est cette résilience, cette capacité à transformer le plomb de l'échec en or d'apprentissage, qui sépare les amateurs des véritables maîtres de la vente. Et pour soutenir cet apprentissage, il y a une ressource plus précieuse encore que l'argent, le temps. La gestion du temps et l'organisation du travail sont des piliers que Robert Heller aborde avec une rigueur toute britannique. Imaginez un musicien virtuose qui passerait 80% de son temps à accorder son instrument et seulement 20% à jouer. C'est pourtant le quotidien de nombreux commerciaux qui se noient dans la paperasse, les réunions inutiles et les tâches administratives stériles. L'efficacité exige une discipline de fer. Il faut planifier, catégoriser,
déléguer ce qui peut l'être et utiliser tous les outils à notre disposition pour automatiser les tâches répétitives. L'utilisation d'un journal de bord, la fixation d'objectifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels ne sont pas des contraintes, ce sont des boussoles. Elles vous évitent de dériver sur l'océan des distractions. De plus, l'intégration intelligente des technologies de l'information, depuis les bases de données jusqu'aux outils de communication mobile, permet d'abolir les distances et de multiplier les points de contact sans multiplier l'effort physique. Cependant, l'outil ne doit jamais remplacer l'humain. Il doit simplement libérer du temps pour ce qui compte vraiment, la rencontre, l'échange, la relation. Franchissons maintenant une nouvelle étape de notre voyage. Nous avons préparé le terrain, affûté nos armes mentales et organisé notre emploi du temps. Il est temps de nous tourner vers l'autre, vers celui sans qui rien n'est possible, le client. Aborder la phase de JAO-DCH, où l'interaction avec le client, nécessite une finesse psychologique digne d'un diplomate. La première erreur à éviter est de considérer tous les clients comme une masse homogène. Chaque individu est un univers avec ses propres peurs, ses propres désirs et ses propres motivations. LR nous invite à devenir des anthropologues du monde des affaires. Il faut apprendre à classifier les clients pour mieux les comprendre. Il y a ceux qui sont orientés vers le développement, avides de nouveautés et de progrès. Il y a ceux qui sont coincés dans des problèmes et qui cherchent désespérément un sauveur. Il y a les complaisants, satisfaits de leur routine, qu'il va falloir bousculer avec tact pour leur montrer qu'un mieux est possible. Et puis, il y a les trop confiants, ceux qui pensent tout savoir et qu'il faudra guider sans jamais heurter leur ego. Comprendre la posture de votre interlocuteur, c'est détenir la clé de la serrure. Mais comment obtenir ces informations? Comment percer le mystère de l'autre? La réponse réside dans une compétence souvent sous-estimée et pourtant redoutable, l'art de poser des questions et l'écoute active. La plupart des gens écoutent pour répondre, le vendeur d'élite écoute pour comprendre. Avant même de présenter votre produit, vous devez mener une véritable enquête. Une recherche approfondie, que ce soit via les réseaux professionnels, les archives de l'entreprise ou lors des premiers échanges informels, est indispensable. Vous devez découvrir non seulement ce dont le client a besoin sur le plan rationnel, mais aussi ce qu'il désire sur le plan émotionnel. Car ne nous y trompons pas, les décisions d'achat, même dans le monde ultra-rationnel du B2B, sont toujours teintées d'émotions. De désir de reconnaissance, de peur de l'échec ou d'aspiration à la tranquillité d'esprit. L'empathie devient alors votre outil le plus tranchant. Se mettre véritablement à la place de l'autre, ressentir ses contraintes, comprendre ses enjeux personnels au sein de son entreprise. C'est créer un pont invisible mais indestructible entre vous et lui. Pendant cette phase de découverte, votre langage non verbal parle infiniment plus fort que vos mots. L'ouvrage met en lumière l'importance cruciale de la gestuelle, du regard, de la posture. Un corps détendu, des bras ouverts, un contact visuel soutenu mais bienveillant, un hochement de tête au bon moment. Tout cela contribue à instaurer un climat de confiance. À l'inverse, des bras croisés, un regard fuyant ou une nervosité apparente dresseront un mur de méfiance instantanée. Et dans cet exercice d'équilibriste qu'est la communication, il faut aussi savoir apprivoiser le silence. Le silence fait peur. Il crée un vide que l'on a souvent envie de combler par un flot de paroles inutiles. Pourtant, le silence, après une question pertinente ou après l'annonce d'un prix, est d'une puissance inouïe. Il donne à l'autre l'espace nécessaire pour réfléchir, pour internaliser l'information, et souvent, pour révéler ses véritables intentions. Ne fuyez pas le silence, utilisez-le comme une ponctuation majeure de votre discours. Maintenant que la connexion est établie et que les besoins sont cernés, nous entrons dans le cœur du réacteur, la persuasion. Et pour structurer cette démarche, Robert Eller fait appel à un principe fondamental. Véritable pilier de la rhétorique commerciale depuis des décennies, la méthode AIDCA. 5 lettres magiques qui tracent le chemin psychologique que doit emprunter l'esprit de votre client. La première étape est l'attention. Dans un monde saturé d'informations, l'attention est la monnaie la plus rare. Si vous ne captez pas l'attention de votre prospect dans les premières secondes, que ce soit par une accroche percutante dans un email, une statistique choquante lors d'une présentation, ou une question provocatrice au téléphone, le reste de votre discours sera prononcé dans le vide. Vous devez provoquer une rupture dans sa routine mentale pour qu'il vous accorde le privilège de son écoute. Une fois l'attention captée, il faut immédiatement susciter l'intérêt. C'est ici que votre travail d'enquête prend tout son sens. Vous ne parlez plus de votre produit, vous parlez de lui.
Vous appuyez doucement sur ce que l'on appelle le bouton chaud, ce point de douleur ou ce désir profond que vous avez identifié. Vous lui montrez que vous comprenez sa réalité mieux que quiconque. De l'intérêt, nous devons glisser de manière fluide vers le désir. C'est l'étape où la logique cède le pas à l'émotion. Il ne s'agit plus de lister les caractéristiques techniques d'une machine ou d'un service, mais de peindre une toile vivante des bénéfices qu'il va en tirer. Comment sa vie va-t-elle s'améliorer? Comment son entreprise va-t-elle dominer le marché? Vous devez lui faire visualiser le succès, lui faire goûter par anticipation au soulagement que votre solution va lui apporter. Mais le désir seul ne suffit pas. L'esprit humain, par instinct de survie, est prompt au doute. C'est ici qu'intervient la quatrième lettre, la conviction. Vous devez rassurer, prouver, étayer vos promesses par des faits irréfutables. C'est le moment de dégainer vos témoignages clients, vos études de cas, vos garanties, et de mettre en avant votre USP. La fameuse unique selling proposition. Ce petit supplément d'âme ou cette caractéristique exclusive qui vous rend incomparable et irremplaçable aux yeux du client. Enfin, le point culminant de cette ascension, l'action. Trop de vendeurs font un travail remarquable sur les 4 premières étapes et s'effondrent au moment de conclure, par peur de paraître insistant. L'appel à l'action doit être clair, direct et naturel. C'est l'aboutissement logique de tout ce qui a précédé. Vous ne demandez pas une faveur, vous proposez de sceller un accord mutuellement bénéfique. Bien sûr, ce cheminement idéal est rarement un long fleuve tranquille. C'est ce qui nous amène à l'un des aspects les plus redoutés mais aussi les plus passionnants de la vente. La gestion des objections et la négociation. Lorsqu'un client soulève une objection, qu'elle porte sur le prix, les délais ou la concurrence. La réaction instinctive d'un vendeur inexpérimenté est de se braquer, de se justifier ou de contre-attaquer. C'est une erreur fatale. LR nous enseigne qu'une objection n'est pas une fin de non-recevoir, c'est une demande d'information supplémentaire déguisée. C'est la preuve que le client est engagé dans le processus. Il faut accueillir l'objection avec bienveillance, la reformuler pour s'assurer de l'avoir bien comprise, et y répondre avec calme et précision. Souvent, la véritable objection n'est pas celle qui est formulée à voix haute. Elle se cache derrière un écran de fumée qu'il faut dissiper avec délicatesse. Et inévitablement, la question du prix finit par s'imposer sur la table. La négociation tarifaire est un art subtil qui demande des nerfs d'acier. Le livre nous met en garde contre la tentation de la baisse de prix facile. Céder immédiatement sur le prix, c'est dévaloriser instantanément votre produit et votre propre crédibilité. L'auteur explique, à l'aide de formules mathématiques simples mais implacables, comment une petite réduction de prix peut anéantir la marge bénéficiaire de l'entreprise, obligeant le vendeur à réaliser un volume de ventes astronomique juste pour compenser cette perte. Avant de toucher au prix, il faut jouer sur d'autres variables, les délais de paiement, les services annexes, les garanties étendues. La négociation doit rester un échange de valeurs. Si vous donnez quelque chose, vous devez obtenir quelque chose en retour. C'est ainsi que l'on maintient l'équilibre des pouvoirs et le respect mutuel. Il faut savoir défendre sa marge avec autant de ferveur que l'on défend l'intérêt du client. Car c'est cette marge qui garantit la pérennité du service de qualité que vous lui promettez. Il arrive un moment où toutes les cartes sont sur la table, où les objections sont levées et où l'accord est à portée de main. C'est l'instant décisif de la conclusion. LR souligne l'importance d'accompagner le client dans cette dernière étape sans le brusquer. Il faut être attentif aux signaux d'achat, un changement de posture, une question sur les modalités de livraison, un ton de voix plus détendu. C'est le moment d'utiliser des techniques de conclusion douce, de résumer les bénéfices mutuels, et de proposer la signature comme la suite logique et heureuse de votre discussion. Et une fois l'accord conclu, la règle d'or est de savoir se taire. Poursuivre l'argumentation après avoir obtenu le oui est le meilleur moyen de faire naître des doutes de dernière minute. Remerciez chaleureusement, assurez le client de votre engagement pour la suite, et préparez la transition vers le service après-vente. Car la vente ne s'arrête pas à la signature du contrat, elle ne fait que commencer. Le suivi, la tenue des promesses, la gestion rapide et efficace des éventuelles réclamations sont les véritables fondations de la fidélisation. Un client dont le problème a été résolu de manière brillante et rapide devient souvent un ambassadeur plus fidèle encore qu'un client qui n'a jamais rencontré de difficultés. Cependant, notre exploration du livre Selling Successfully ne serait pas complète si nous nous arrêtions à la performance individuelle.
La seconde moitié de l'ouvrage opère un changement d'échelle fascinant et nous transporte dans l'univers complexe du management de l'équipe de vente. Passer du statut de vendeur vedette à celui de manager est l'une des transitions les plus périlleuses dans le monde de l'entreprise. Les compétences qui font de vous un excellent chasseur de contrats ne sont pas celles qui feront de vous un grand leader. Le manager n'est plus évalué sur ses propres ventes, mais sur sa capacité à faire vendre les autres. C'est un changement de paradigme radical qui exige une profonde remise en question. La première mission du chef des ventes est de recruter et de former. LR insiste sur l'importance vitale de la formation continue. On ne naît pas vendeur, on le devient par la pratique, l'observation et la correction. Le manager doit être un coach, un mentor qui accompagne ses troupes sur le terrain, non pas pour faire le travail à leur place et récolter la gloire, mais pour observer, analyser et débriefer. L'utilisation de jeux de rôle, l'analyse d'enregistrements de conversations téléphoniques. La mise en place de sessions de partage de bonnes pratiques entre les membres de l'équipe sont autant d'outils indispensables pour élever le niveau de compétence globale. Il faut accepter que chaque vendeur a son propre style, sa propre personnalité. Le rôle du manager n'est pas de créer des clones de lui-même, mais d'aider chaque individu à exploiter son potentiel maximum dans le respect des valeurs de l'entreprise. Mais la compétence seule ne suffit pas si elle n'est pas alimentée par la motivation. Et c'est ici que le manager doit faire preuve d'une grande finesse psychologique. Qu'est-ce qui fait courir un vendeur? L'argent, certes, est un moteur puissant. La mise en place d'un système de rémunération juste, transparent et stimulant est fondamentale. LR détaille les subtilités entre le salaire fixe, qui apporte la sécurité, et les commissions ou primes, qui récompensent la performance et l'audace. L'équilibre entre les deux doit être savamment dosé en fonction des objectifs de l'entreprise et de la maturité du marché. Mais réduire la motivation à un simple chèque serait une erreur tragique. La reconnaissance, la valorisation publique des succès, l'attribution de nouvelles responsabilités, ou même la simple écoute attentive des difficultés d'un collaborateur sont des leviers d'engagement d'une puissance phénoménale. Un vendeur qui se sent soutenu, respecté et valorisé par sa hiérarchie soulèvera des montagnes. À l'inverse, un management par la peur, la pression constante et la critique non constructive détruira l'enthousiasme, favorisera le turnover et ruinera la relation client, car le stress du vendeur finit toujours par transpirer face à l'acheteur. L'évaluation de la performance est un autre grand défi du manager. Comment juger objectivement le travail d'une équipe? Évidemment, les chiffres de vente, le chiffre d'affaires généré, les marges réalisées sont les indicateurs rois. Mais LR nous invite à regarder au-delà du simple résultat final. Il faut analyser le processus. Quel est le taux de conversion? Combien d'appels ou de visites ont été nécessaires pour obtenir un rendez-vous? Quel est le taux de fidélisation des clients existants? En décortiquant ces métriques, le manager peut identifier précisément où le bâtiment blesse pour chaque individu. Si un vendeur a un excellent taux de rendez-vous mais un faible taux de conclusion, le problème se situe probablement dans la phase de persuasion ou de négociation. Si, au contraire, il conclut brillamment mais peine à obtenir des rendez-vous, c'est sa phase de prospection et d'accroche qu'il faut retravailler. Cette approche analytique permet de personnaliser le coaching et de transformer les réunions d'évaluation, souvent redoutées, en de véritables séances de construction et d'amélioration. L'organisation de l'équipe passe également par des moments de rassemblement, comme les réunions commerciales hebdomadaires ou les conventions annuelles. Ces événements ne doivent pas être de simples rituels administratifs où l'on égrène des chiffres soporifiques. Ils doivent être des moments de célébration, d'inspiration et de cohésion de groupe. C'est l'occasion de partager la vision stratégique de l'entreprise, d'annoncer les nouveaux produits avec enthousiasme, et de créer un sentiment d'appartenance à une tribu d'élite. Le manager doit y insuffler de l'énergie, de la passion, et rappeler à chacun que son rôle est essentiel dans la grande machinerie de l'entreprise. En parcourant les dernières pages de cet ouvrage magistral, on réalise à quel point la vision de Robert LR est holistique. Il nous offre, notamment à travers ses questionnaires d'auto-évaluation en fin de livre, un miroir tendu vers nos propres pratiques. Il nous force à nous poser les vraies questions, suis-je réellement à l'écoute? Est-ce que je prépare mes entretiens avec la rigueur d'un sportif de haut niveau? Est-ce que je gère mon équipe avec justice et bienveillance? La vente, dans sa forme la plus noble, est une école d'humilité et de persévérance. C'est une discipline qui exige une remise en question permanente, une curiosité insatiable pour l'âme humaine et une éthique irréprochable.
Ce que nous retenons de ce voyage à travers Kindohan Yuku, c'est que le succès commercial n'est pas le fruit du hasard, ni l'apanage de quelques beaux parleurs nés avec un don mystique. C'est une architecture complexe, bâtie brique par brique. La première brique est la maîtrise de soi, la gestion de ses émotions et de son temps. La deuxième est la compréhension intime de l'autre, cette capacité à lire entre les lignes et à vibrer au diapason des besoins de son client. La troisième est la maîtrise technique des processus de persuasion, de la captation de l'attention jusqu'à la conclusion sereine de l'accord. Et la clé de voûte de cet édifice, pour ceux qui ont la lourde tâche de diriger, c'est le leadership, l'art d'élever les autres, de les former, de les inspirer et de les guider vers un succès collectif. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à un prospect, ou face à votre équipe lors d'une réunion du lundi matin, repensez aux principes que nous venons de traverser ensemble. Ne cherchez pas la transaction immédiate à tout prix. Cherchez la connexion. Cherchez la valeur ajoutée. Cherchez à construire un pont qui résistera au temps, aux crises et à la concurrence. Car au bout du compte, derrière les graphiques, les tableurs Excel, les objectifs de chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires, il n'y a qu'une seule réalité qui compte. Des êtres humains qui tentent de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien ou celui de leur entreprise. Devenez ce facilitateur, devenez ce partenaire de confiance, et le succès, tel que le décrit brillamment Robert Heller, ne sera plus un objectif à poursuivre avec anxiété, mais la conséquence naturelle et inévitable de votre excellence. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde, continuez à apprendre, continuez à écouter, et surtout, vendez avec passion et intégrité. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de la réussite.